Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Tout de suite les titres de ce 22 novembre. L'inquiétude dans les crèches, une circulaire les oblige désormais à fournir des couches, une dépense importante. Pas d'augmentation d'impôts. Le conseil municipal de la ville de Tours a débattu des orientations budgétaires pour 2012. On fait le point dans ce journal. Et puis remise en liberté conditionnelle depuis vendredi. Steven Barillet, ce jeune homme accusé du meurtre d'Yvonne Latron, s'exprime pour la première fois depuis sa sortie. Nous avons recueilli son témoignage. Les crèches font-elles devoir payer les couches des enfants? Cette nouvelle mesure fait partie d'une circulaire de la Caisse nationale d'allocation familiale qui inquiète les municipalités en raison de l'important surcoût que cette nouvelle dépense pourrait engendrer. Quant aux professionnels de la petite enfance, ils estiment que cette mesure va être très difficile à mettre en œuvre pour des raisons d'organisation. Gaël Poulain s'est rendu au pôle petite enfance du Halbardier à Tours. Au pôle petite enfance du Halbardier, on accueille en moyenne 45 enfants par jour. Et 45 enfants, cela signifie 250 couches par jour. Pour la responsable de l'établissement, prévoir les couches pour tous les enfants tout le temps, cela s'apparente donc à un véritable challenge logistique. Où les stocker, dans quelles conditions, mais surtout quelles couches choisir. Car aujourd'hui, dans cette crèche, chaque famille apporte sa marque de couche, parfois pour des raisons de santé. Il y a des enfants qui sont allergiques à des marques de couches spécifiques et là il pourrait y avoir des problèmes pour certains enfants. Donc comment répondre aux problèmes d'allergie? Et on ne va pas pouvoir faire du cas par cas si on fait une commande groupée. Voilà. Quelle solution on aurait pour ces enfants qui ont des problèmes d'allergie à des marques de couches? Autre question, celle du budget. Chaque année, la ville de Tours accueille plus de 2000 enfants dans des structures comme celle-ci. Et selon nos estimations, l'achat des couches s'évaluerait à environ 437 000 € par an. Certains élus dénoncent une circulaire imposée sans concertation préalable, avec des objectifs cachés. Derrière ça se cache sûrement, en tout cas c'est ce que je pense avec plusieurs de mes collègues, un projet politique de dégoûter en quelque sorte les villes et les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés non lucratifs, c'est-à-dire les associations, dans la gestion des établissements petite enfance, de façon à ce que le privé, les crèches privées maintenant, viennent sur ce champ-là. Contactée par téléphone, la direction de la CAF Touraine nous a informé que cette circulaire avait pour objectif d'uniformiser les pratiques au niveau national. Pour l'instant, la circulaire n'est pas mise en œuvre en Indre-et-Loire, la CAF ayant également précisé qu'un temps de réflexion était nécessaire. Une échéance est toutefois fixée au premier semestre 2012. D'ici là, élus et associatifs ne manqueront pas de faire entendre leur voix. Simple rumeur ou vérité, c'est l'inquiétude chez les employés d'Areva. Le groupe nucléaire pourrait supprimer 2700 postes dans le monde, soit 1 millier en France. La direction, elle dément cette information. Dans la région, le site Canberra de Loches pourrait être concerné. Il s'agit d'une filiale américaine du groupe français Areva qui, je vous le rappelle, est détenue par l'État à hauteur de 87%. Le plan d'austérité sera dévoilé par la direction le 13 décembre. Embaucher quelqu'un pour qu'il trouve un emploi, eh bien c'est ce que propose Amétis Touraine, une agence de transition qui recrute des salariés pour les remettre sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan pour cette structure unique en France et cela fonctionne plutôt bien. En 2010, 23 salariés ont été recrutés par Amétis et 8 d'entre eux ont déjà signé un CDI avec une entreprise. Julien Gauthier. Le soleil brille sur la société Amétis 18 mois après sa création. Et pourtant, rien n'était gagné avec ce pari fou. Amétis Touraine est une expérimentation appelée aujourd'hui agence de transition. Elle embauche en CDI des personnes coupées du monde de l'emploi pour construire avec elles un parcours qualificatif qui doit déboucher sur un véritable CDI en entreprise. La question principale qu'on doit se poser quand on s'intéresse à l'emploi, c'est pourquoi ceux qui cherchent du boulot et ceux qui proposent l'emploi se rencontrent aussi mal. C'est-à-dire pourquoi c'est aussi brutal, pourquoi c'est aussi raté. Et du coup, pourquoi il y a autant de gens qui continuent à chercher de l'emploi alors qu'il y a autant d'entreprises qui ne trouvent pas leurs salariés. Amétis fait le lien en sécurisant cette rencontre. Tout d'abord, auprès des chercheurs d'emploi, avec la signature immédiate d'un CDI. Ce contrat n'est plus un aboutissement, mais le point de départ d'un parcours sans rupture et à temps plein. Richard a signé en septembre ce premier contrat après des années de galère. Je me sens beaucoup plus confiant
Et aujourd'hui, on peut dire véritablement que j'ai de véritables projets aujourd'hui. Même si ce n'est pas encore un CDI, mais aujourd'hui, dans ma démarche, dans mon travail et dans ma tête, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confiant qu'auparavant. Pour les employeurs aussi, la démarche est rassurante. Ils sont dans la découverte d'un probable futur employé sans se sentir dans la contrainte d'une signature de contrat longue durée, avec tous les doutes que cela comprend. On a beaucoup moins l'appréhension d'un échec, de se dire est-ce qu'on prend un CDD, qu'est-ce qu'on fait si on se lance dans un CDI, comment on peut en sortir au cas où le salarié n'aurait pas les compétences. En Touraine, 17 salariés sur 23 ont trouvé un véritable emploi et déjà 2 nouvelles agences sont ouvertes à Mulhouse et Avignon. Fin 2012, ce sont environ 200 salariés que comptera le réseau national Amétis. L'expérimentation prendra fin en 2013 et qui sait, peut-être alors, cela deviendra un véritable modèle. Pas d'augmentation d'impôts. C'est ce qui est ressorti du conseil municipal réuni hier soir à Tours pour présenter notamment ses orientations budgétaires 2012. La ligne directrice est claire. Le plan d'équipement reste maintenu à 30 millions d'euros, c'est-à-dire à son niveau actuel. Quant au recours à l'emprunt, il sera limité à 7,5 millions d'euros. On fait le point avec Romain Delville. Pas d'augmentation d'impôts, une diminution de la dette et un plan d'investissement situé aux alentours de 30 millions d'euros. Voilà les grandes lignes fixées par Jean Germain à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Mais pour en arriver à ces propositions, le sénateur maire le concède, il faudra diminuer en 2012 le financement de la majorité des services municipaux. Si on ne veut pas augmenter les impôts, diminuer les emprunts et continuer à faire des investissements, il faut quand même faire des économies sur le fonctionnement. Et des économies, ça ne veut pas dire sabrer des secteurs entiers. Nous appliquons une politique qui est plutôt de diminuer un petit peu partout, sauf le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Peu de clivage droite-gauche, seulement des nuances selon la vingtaine d'intervenants hier soir. Et l'opposition de droite n'a pas échappé au consensus. Pour Sophie Oconi, la France vit au-dessus de ses moyens depuis 30 ans et la rigueur à tous les étages est selon elle salutaire. Les polémiques et les clivages n'ont plus leur raison d'être et n'ont plus leur place dans aucun débat, qu'il soit d'État, de collectivité territoriale et de collectivité locale. Il faut que nous allions tous dans cet esprit d'une forme de rigueur, aussi bien pour la mairie de Tours que pour les autres collectivités que l'État. De son côté, la conseillère municipale UMP, Françoise Amiot, considère elle aussi que la conjoncture nationale dicte les orientations budgétaires locales vers une stricte rigueur. Elle regrette aussi que les engagements financiers de la communauté d'agglomération, en particulier ceux liés au transport, ne puissent être discutés en conseil municipal. Il n'y a pas de véritable gestion de la dette, de renégociation des emprunts. On n'a pas de projection, effectivement, dans le courant de l'année 2012 par rapport à notre situation d'aujourd'hui et par rapport surtout à celle de demain avec les dépenses extrêmement significatives que toute notre communauté va devoir supporter et puis les difficultés économiques engendrées par la crise mais générées par les grands travaux dont Tours a décidé de se doter actuellement. 3 heures de débat dans un climat assez consensuel devraient trouver leur dénouement le 21 décembre, jour du vote définitif du budget. Et lors de ce conseil municipal, la question des pavés chinois a été évoquée par l'opposition. Alors vous le savez, hein, la question donc de ces pavés concerne le tramway. Ce sont des pierres qui viennent de Chine. Vous voyez donc l'étiquette des palettes, vous le voyez à l'écran sur ces images. Elles ont été choisies pour réaliser des aménagements urbains le long de la future ligne de tramway. La conseillère municipale UMP, elle défend le savoir-faire français. On l'écoute. On nous dit ce qu'on veut bien, je dirais globalement nous dire, et qu'on n'a qu'une information partielle. Et c'est vrai que je suis intervenue, comme je l'avais annoncé, sur le choix qui a semble-t-il prévalu pour le granit chinois, la pierre chinoise, parce que il ne s'agit pas d'une prise de position telle qu'elle a été relevée systématiquement contre, et je m'insurge effectivement devant cette déformation de mes propos. Il s'agit d'une demande d'explication pour que les Tourangeaux sachent précisément ce dont il s'agit, donc d'une comparaison de prix, et en particulier, pourquoi ne pas utiliser nos ressources locales qu'on nous envie.
C'est officiel, le Parti socialiste déclare 4 candidats aux législatives. Jean-Patrick Gilles sur la première circonscription de Tours et Marisol Touraine sur la 3e en Lochois, tous deux sortants, ainsi que Laurent Baumel sur la 4e en Chinonais et Claude Roiron sur la 5e de Tours Nord-Ouest. La 2e sur Amboise est réservée à un écologiste, sans doute Christophe Rossignol. Et puis à Loches, un employé de la piscine municipale se venge de ses supérieurs en remplissant leurs bouteilles d'eau d'ammoniac. Le tribunal d'Orléans a validé la décision du maire de suspendre cet employé des services techniques de la mairie, dit s'être senti harcelé par les ordres de ses supérieurs. Il a donc distillé de l'ammoniac dans les bouteilles d'eau des maîtres nageurs, les maîtres nageurs qui n'en ont bu qu'une petite quantité. Steven Barillet, en liberté conditionnelle depuis vendredi, s'exprime pour la première fois. Vous le savez, le jeune homme de 23 ans a été condamné à 15 ans de prison par la cour d'assises de Loir-et-Cher du meurtre d'Yvonne Latron, une septuagénaire en 2008, près de Vendôme. Atteint de la maladie de Crohn, une maladie grave, plusieurs experts s'accordaient à dire que le jeune homme n'était pas en mesure de supporter l'emprisonnement. Sa famille et ses proches étaient mobilisés pour sa sortie. Nous en avons parlé dans ce journal. Anaïs Michaud a rencontré Steven Barillet cet après-midi. Depuis vendredi, Steven Barillet tente de se réadapter au monde extérieur dont il a été coupé pendant 4 semaines. Il voit ses proches qui lui apportent toujours un soutien inconditionnel. Le jeune homme de 23 ans pèse actuellement 39 kg pour 1m70 et reprend peu à peu des forces physiques et morales. Psychologiquement, ça va mieux, mais ça a été très dur les premiers jours. Et après, rester battant, oui, c'est dans mon caractère. J'ai grandi en étant obligé d'être combatif, donc oui, je suis combattant, mais je suis battant. Mais pas à n'importe quel prix, c'est très difficile. L'objectif pour lui à présent, c'est la préparation de l'audience devant la cour d'appel. Aujourd'hui, il faut regarder devant, sans pouvoir faire projet aucun au sujet de ma vie personnelle, mais en tout cas regarder devant par rapport aux épreuves qui vont s'annoncer par la suite. Et c'est ça, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est celui-ci. Après, c'est de la colère, c'est de la haine, je sais pas, parce que je ne suis pas habitué au sentiment de haine, mais en tout cas, une incompréhension forte, très forte. De l'incompréhension face à cette justice qu'il compare à un véritable théâtre où se jouerait une pièce dans laquelle il n'accepterait pas le rôle qu'on lui aurait attribué. Il clame toujours son innocence et tente de se projeter dans l'avenir, même s'il a bien conscience qu'un éventuel acquittement ne permettra pas d'effacer ce qu'il a vécu. Il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière sur tout ce qui a été détruit, que ce soit socialement, personnellement, amicalement, financièrement, professionnellement, sur tous les points. Son procès en appel devrait se dérouler au second semestre 2012 au tribunal de Tours ou Orléans, une tentative risquée pour l'accusé qui pourrait aussi bien être acquitté qu'être condamné à perpétuité. Et le sapin de Noël est enfin arrivé. Souvenez-vous, nous vous en parlions il y a quelques jours. La mairie de Tours avait refusé un épicéa en mauvais état pour son traditionnel sapin de Noël. Ce matin, place Jean Jaurès, ce beau sapin de 10 mètres a été installé. Alors c'est une chambrésienne qui en a fait don à la mairie. Alors aujourd'hui, on a mis en place le grand sapin, oui, avec pas mal de péripéties, mais ça y est, on y est arrivé. La semaine dernière, on a déjà mis un, mais il était vraiment pas très beau, donc on a été obligé de l'évacuer. Et là, grâce à un don d'une personne de Chambray, on en a retrouvé un autre. Et là, on l'a mis en place. Il est un peu plus petit, mais il est vraiment plus joli. L'année dernière, ça avait été un don aussi. Et cette année, on a notre responsable des parcs et jardins qui samedi a fait le tour de la ville pour essayer de trouver un beau sapin. Et on a eu 8 propositions. Le sapin donc sera prêt vendredi, le jour où toutes les décorations seront en place pour le marché de Noël et les illuminations. Et puis on passe à l'image du jour, c'est au stade de la Vallée du Cher, 5000 spectateurs. C'est le nombre de sièges que pourra accueillir la nouvelle tribune modulaire dans le virage nord. Il s'agit d'une tribune couverte. Ces derniers jours, la charpente métallique a été posée. Les travaux devraient prendre fin d'ici la fin de l'année. Et puis la tribune devrait être inaugurée très certainement le 14 janvier pour la reprise du championnat de France où le TFC recevra Sedan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Abed Benjanor, le bâtonnier à l'ordre des avocats de Tours, sera notre invité. Avec lui, nous parlerons de la récidive.